Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Emmanuel Macron serait-il en fait un héros ? Non pas celui que nous, citoyens ingrats, mériterions, mais celui dont la France aurait besoin pour briller à nouveau. Ce n'est un secret pour personne, la cote de popularité du chef de l'État est très loin d'être au beau fixe. Cela fait maintenant 6 ans que son étiquette de président des riches lui colle à la peau. Sa réélection l'an passé s'explique davantage par le rejet de ses opposants que par un véritable soutien populaire. Et il faut le dire, son récent passage en force sur une réforme des retraites rejetée par plus de 7 Français sur 10 n'a certainement pas contribué à améliorer son image. Et pourtant, à l'en croire, notre président serait en train, loin des polémiques secondaires, d'accomplir un véritable exploit, celui de redresser le pays, de le sortir du marasme économique dans lequel il croupit et de le mener sur le chemin de la croissance et du plein emploi. Surtout, toujours à l'en croire, Emmanuel Macron aurait réussi, par des mesures audacieuses, bien qu'impopulaires, le tour de force d'arrêter, puis d'inverser le processus de désindustrialisation frappant la France depuis une 50aine d'années. Grâce à lui, la France serait ainsi en bonne voie de reconquérir sa souveraineté industrielle, souveraineté qui nous a fait cruellement défaut depuis la crise du Covid, et de le prouver, chiffres à l'appui, démontrant ainsi toute l'efficacité de ses décisions politiques face à des journalistes et des opposants frileux à venir contester ses résultats sur ce terrain. Aujourd'hui, on annonce un nombre d'investissements étrangers record. 13 milliards d'euros investis, plus de 8000 emplois sur le terrain. Les 3/4 de ces investissements et de ces emplois, ils sont hors Paris. C'est la France entière qui est ainsi changée. Le calendrier est là, les choses avancent, on réindustrialise et on attire. Donc non, ça n'arrête pas parce que les investisseurs voient la force de ce qu'on a fait. Or, il se trouve qu'ici, au Fil d'Actu, nous considérons les enjeux entourant la production comme absolument essentiels. La production étant, nous avons parfois tendance à l'oublier, au fondement de toute vie en société. Alors, intrigués par les annonces présidentielles, intrigués par l'absence de réaction qu'elles suscitaient, nous avons voulu creuser la question et enquêter en profondeur sur la réalité des chiffres mis en avant par Emmanuel Macron. Et sur la base de ce travail, que nous sommes visiblement les seuls à avoir fait sérieusement dans le champ politico-médiatique, nous sommes en mesure de vous révéler ce qu'il en est réellement. Non, Emmanuel Macron n'a absolument pas relancé l'industrie nationale comme il le prétend. Bien au contraire même, depuis qu'il est président de la République, notre production industrielle a continué sa chute. Et ce, malgré des milliards d'euros d'argent public dépensés dans des plans de relance totalement inefficaces. Sur ce sujet, nous sommes désolés de vous le dire, mais nous allons étudier ça en détail, Emmanuel Macron ment purement et simplement, tordant une poignée de chiffres pour leur faire dire l'inverse de ce qu'ils disent réellement de l'état de la France. Et ça commence à être agaçant qu'ils fassent ça tout le temps. Alors, comment s'y prend-il exactement ? Quelles sont les réalités économiques qui se cachent derrière ces manipulations ? Plus fondamentalement, pourquoi la politique d'Emmanuel Macron ne pouvait-elle mener qu'au fiasco industriel ? Et aussi, mais surtout, à quoi ressemblerait une réelle politique de relocalisation au service de la France et des Français ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce Fil d'Actu. Cette année, elle est exceptionnelle. Elle est absolument exceptionnelle. C'est un travail d'équipe, il faut le noter, avec un leadership très clair de notre président de la République. Depuis 6 années, ce pays démontre, après 2 ou 3 décennies où nous n'étions même pas sur le podium des meilleurs investissements européens, que ce pays est aujourd'hui attractif. Nous recréons de l'emploi industriel et nous sommes devenus le pays le plus attractif en Europe pour les investissements. Cette politique industrielle, pour la première fois depuis 30 ans, donne des résultats. Elle a mis un coup d'arrêt aux délocalisations industrielles en France. La France est locomotive en Europe. C'est le premier pays à attirer les investissements étrangers. Et on a cette première place qui est très convoitée, qui est très observée. Tout le monde regarde la France aujourd'hui comme un vrai modèle. Et cette mission de reconquête industrielle est désormais le fil rouge de notre action. Parce que l'économie est une prophétie autoréalisatrice. Si nous sommes optimistes, si nous sommes confiants en l'avenir, ce qui est notre cas, nous les entrepreneurs, eh bien on crée les conditions d'une prospérité. Imaginons que les Français décident eux aussi d'être dans le Choose France, eh bien je peux vous dire qu'on peut devenir le phare de cette nouvelle révolution industrielle. Aucun coupable ne sera épargné et certainement pas lui. Si vous suivez régulièrement notre travail, vous vous souvenez peut-être qu'en avril dernier, nous avions publié ici même une très grosse vidéo
remettant en cause plus de 40 années de discours trompeurs sur l'état de la nation et de son économie. Cette vidéo, on ne saurait que trop vous conseiller d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait, car elle posait quelques bases théoriques par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui. Pour la résumer brièvement, le plus brièvement possible, nous y montrions que le principal indicateur économique actuel, le produit intérieur brut, le PIB, systématiquement brandi par les politiques, tant pour justifier des décisions impopulaires que pour prouver a posteriori le bien fondé de ces mêmes décisions, était en réalité une construction statistique récente donnant à voir la réalité économique de la France à travers un prisme déformant. Ainsi, nous avons vu que le PIB mettait sur le même plan la valeur estimée engendrée par tout type de travail, productif ou non, légal ou non, utile ou non, que le travail administratif, le trading ou la prostitution étaient ainsi considérés comme créateurs de valeur au même titre que la fabrication de voitures ou de médicaments. Et peut-être pire encore, nous avons vu que dans son calcul étaient en réalité comptabilisées plusieurs fois certaines tâches intervenant indirectement dans la création de valeur. Une première fois en tant que telle, une seconde fois en tant que travail abstrait incorporé à la création de valeur finale. En estimant ainsi la richesse d'un pays, nous avons vu qu'il était donc facile d'en gonfler artificiellement la croissance, tout simplement en multipliant les transferts d'argent entre intermédiaires et en les considérant comme des créations de richesse. Mais surtout que, fondamentalement, en faisant du PIB le baromètre de la richesse, on décorrélait cette dernière de l'activité qui pourtant en constituait la seule véritable source, la production de biens matériels, pourtant l'alpha et l'oméga de l'économie, car les conditions même de la vie en collectivité, les autres activités, celles de service, n'ayant vocation qu'à favoriser cette production. Là où, précisément, c'était jusqu'alors la production intérieure brute, la PIB et non le PIB, qui constituait le principal indicateur de richesse nationale. Un outil statistique abandonné donc en 1976 et dont le remplacement par le PIB permettait de faire disparaître la production des grands enjeux économiques et de faire progressivement oublier à la population son caractère essentiel. Et on peut dire que cela tomba à pic pour nos dirigeants, puisque ce changement majeur fut décidé 2 ans à peine après que le pays se fut engagé sur une voie qu'il continue de suivre depuis lors, celle de la désindustrialisation, donc l'abandon progressif des activités productives. Ainsi, pendant des décennies, la France put, sans que grand monde ne s'en alarme, se vider de ses moyens de production, progressivement tous délocalisés à l'autre bout du monde, tout comme d'ailleurs les emplois associés, tout en affichant des taux de croissance très satisfaisants. Pendant tout ce temps, les besoins de la population en biens matériels étaient comblés par la magie des importations. La mondialisation battait son plein, la nouvelle division internationale du travail en découlant semblait s'imposer comme aboutissement d'un processus historique, et les économistes, journalistes et politiques occidentaux applaudissaient des 2 mains. On dit que pour le salaire horaire d'un Français, on peut s'offrir 25 Chinois. Tout est organisé pour un rendement optimum, avec un matériel sophistiqué, et ironie, ces belles machines ont été conçues, construites et installées par les Européens eux-mêmes. Pourtant, les choses ne pouvaient durer ainsi éternellement. Rapidement, les contradictions générées par ce modèle s'exacerbèrent, notamment la concentration des forces productives dans les pays dits en développement ne put manquer de faire naître chez eux de nouvelles aspirations, entrant en concurrence avec celles des pays occidentaux qui menaient jusqu'alors la danse. D'où, depuis quelques années, un regain brutal des tensions géopolitiques, un brusque coup de frein aux échanges internationaux et l'entrée dans une phase dite de démondialisation, un processus logique mais terrible pour nos pays occidentaux, vidés de leurs moyens de production, dépendant de l'extérieur, désormais confrontés à des difficultés croissantes d'approvisionnement, y compris en biens essentiels que le commerce mondial s'avère de moins en moins capable de leur fournir. Et parmi ces nations en déclin, bien sûr, la France. Faible, privée d'usines, au déficit du commerce extérieur battant tous les records, et incapable de produire les richesses suffisantes pour répondre aux besoins de sa population et empêcher la dégradation de son niveau de vie. Un sombre constat qui, dans notre vidéo d'avril, nous amenait logiquement, le but n'étant pas de nous lamenter sur le réel, mais bien de le transformer, à conclure sur la nécessité impérieuse de reconstruire au plus vite un appareil productif national, une priorité absolue, sous peine de voir la France s'effondrer
à très brève échéance. Tout en rappelant au passage la responsabilité dans la situation actuelle de tous les politiques, journalistes, économistes qui, depuis les années 70, avaient contribué à gommer le caractère fondamental de la production, mais aussi en pointant du doigt tous ceux qui, aujourd'hui encore, face à l'urgence, concentrent leur discours sur des questions économiques secondaires, telles que la répartition d'une richesse virtuelle non adossée à des biens matériels. Soit, soyons honnêtes, l'ensemble des forces politiques dites d'opposition, visiblement toutes incapables, bien qu'à des degrés divers, de saisir les enjeux majeurs de notre époque et donc de proposer, en réponse, un projet politique véritablement articulé, cohérent et pertinent. Mais curieusement, au milieu de tout cela, une force politique, que nous n'avons au fil d'actu pourtant pas l'habitude de ménager, restait relativement épargnée. Celle qui exerce pourtant aujourd'hui le pouvoir, regroupée autour de son leader incontesté, Emmanuel Macron, président de la République. De là à conclure que nous serions ralliés à la majorité présidentielle, il n'y a qu'un pas, que certains esprits brillants, particulièrement, n'hésiteront sans doute pas à franchir. Plus raisonnablement, s'il est indéniable qu'en tant que chef de l'État depuis 6 ans, ayant auparavant sévi comme ministre de l'économie, Emmanuel Macron est bien plus responsable de la situation de la France que ses opposants, le fait est que son rapport aux enjeux de production est également beaucoup plus complexe. Car, là où les autres se contentent la plupart du temps d'ignorer la question, Emmanuel Macron, lui, ne l'élude absolument pas. Au contraire, le concept de réindustrialisation est aujourd'hui omniprésent dans ses discours et est même présenté depuis quelques mois comme sa grande priorité. Le problème ici étant, comme nous allons le voir, et comme c'est systématiquement le cas avec Emmanuel Macron, le gouffre, pour ne pas dire la contradiction absolue entre les paroles et les actes. Il faut reconnaître une chose à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas idiot, sans quoi il ne serait sans doute pas à la place qu'il occupe actuellement. Contrairement à ses adversaires, le président a bien compris que les pénuries de biens et de matières premières, l'inflation, les tensions internationales, avaient rappelé aux Français la nécessité pour un pays de disposer en nombre sur son territoire d'unités de production industrielle comme agricoles. Nécessité, on le rappelle, découlant elle-même de celle d'être en capacité de répondre de manière souveraine et indépendante aux besoins de ses habitants. Ayant compris que les Français avaient soif de réindustrialisation, Emmanuel Macron s'est donc fait le champion de la réindustrialisation, comme il avait été auparavant champion du numérique ou champion de la terre. Toute sa communication tourne désormais autour de cela. Un jour, le chef de l'État est dans le nord de la France pour y annoncer l'implantation prochaine d'une usine, une gigafactory de batteries de voitures électriques. Le mois suivant, le voilà en Ardèche pour relancer cette fois la production de médicaments. Entre-temps, il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne fasse un tweet sur l'attractivité de la France, sur ses succès industriels, ou qu'il ne rencontre des investisseurs prêts, grâce à sa politique, à faire les emplois de production de demain. Le 17 avril, alors que ses opposants l'attendent toujours au tournant sur une réforme des retraites que leurs organisations ont été incapables de stopper, malgré un massif rejet des Français, Emmanuel Macron, dans son allocution télévisée, n'a de mots que pour la réindustrialisation du pays. Un mois plus tard, le 15 mai, interviewé sur TF1, il réitère « Réindustrialiser le pays a pour lui toujours été une priorité absolue. L'objectif derrière toutes les réformes qu'il a choisi de mener contre vents et marées, le cœur du combat acharné qu'il livre depuis 6 ans et qui aujourd'hui, comme le prouvent les chiffres, commence à porter ses fruits. » Écoutez, d'abord, les résultats sont là. Pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Pour la 4e année consécutive. Et puis, on a mené un train de réforme. Les chiffres sont là. Et malgré tout, là où la France désindustrialisée, elle recrée de l'emploi. Et donc nous, ces 6 dernières années, nous avons créé 1 700 000 emplois, plus que nos voisins. Oui. Et nous avons créé des emplois industriels pour la première fois depuis 15 ans, plus de 90 000. Oui. Le problème, c'est que rien, absolument rien n'est vrai dans cette belle histoire dont Emmanuel Macron est à la fois le narrateur et le héros. Dans les faits, non seulement Emmanuel Macron n'a rien réindustrialisé du tout depuis son élection en 2017, mais encore a-t-il, au contraire, contribué à son tour à affaiblir notre appareil productif. Au passage, sous couvert de réindustrialisation, M. Macron a distribué au secteur de la finance des milliards d'euros d'argent public, d'argent donc pris dans les poches des contribuables sans la moindre contrepartie. Tout cela, bien sûr, nous ne l'avançons pas de manière gratuite, ce serait de la calomnie, nous l'affirmons, car nous avons passé des jours et des jours à enquêter sur le sujet, à décortiquer les chiffres officiels, comme à notre connaissance aucun média ne l'a fait, aucun parti d'opposition ne l'a fait, en tout cas jusqu'à ce jour,
et qu'en conséquence, nous sommes en mesure de vous exposer les preuves du mensonge que nous dénonçons. Ce mensonge, quel est-il? En réalité, même si vous avez écouté Emmanuel Macron le 15 mai, vous n'en avez eu que la version raccourcie pour la télévision. La Director's Cut, si on peut dire, a été jouée 4 jours plus tôt à l'Élysée. Pas devant les Français, mais devant un parterre resserré de journalistes, commissaires européens, hauts fonctionnaires, dirigeants d'entreprises et autres représentants de la société civile. Dans ce cadre, Emmanuel Macron a donc prononcé un discours de plus d'1 heure entièrement centré sur la réindustrialisation et posant sur la table tous les éléments de langage relatifs à cette question depuis déployés par le camp présidentiel. Notamment, y furent détaillés les moyens politiques mis en œuvre par Emmanuel Macron pour réindustrialiser la France, ses grands succès en la matière et ses stratégies pour encore accélérer le mouvement. On a conjuré des décennies de désindustrialisation. On a mis fin à cette période. Maintenant, on doit accélérer, aller beaucoup plus loin. Alors, comment Emmanuel Macron prétend-il avoir engagé la réindustrialisation du pays ? Principalement en usant de 3 leviers exposés de manière explicite et revendiqués dans son discours. Premier levier, la baisse de la fiscalité sur le capital. Deuxième levier, la simplification du droit du travail. Et dernier levier, un soutien financier direct aux entreprises par le biais de subventions. Tout ceci afin d'attirer des investisseurs internationaux, de les inciter à venir ouvrir des usines sur notre territoire en leur faisant miroiter des profits importants. Des choix de la part de notre président en cohérence avec la vision de l'économie qu'il revendique comme étant la sienne, et qui, non contents de s'incarner dans une poignée de textes de loi, sont en réalité au cœur de son projet et déterminent l'ensemble de ses décisions. Des ordonnances travail rédigées à l'été 2017 jusqu'à la réforme des retraites, en passant par chacun des multiples grands plans d'investissement décortiqués ici, France Relance, Territoire d'industrie, France 2030, et jusqu'à ces conférences Choose France organisées chaque année à Versailles, toutes les actions d'Emmanuel Macron semblent dirigées vers un même objectif, la réindustrialisation. Et à écouter le président, tous ces efforts payent. Alors certes, il a dû mettre les moyens, mais les résultats sont là, selon lui. Depuis 2017 et son arrivée au pouvoir, la France a enrayé la spirale de la désindustrialisation et commencé un lent mais irrésistible redressement. Et pour prouver cela, Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides. Il a amené avec lui 3 chiffres comme preuve de ses performances et du bien fondé de sa politique. Premièrement, le chiffre du nombre d'investissements réalisés en France en 2022 par des entreprises étrangères. 1725 pour être exact. Un record européen faisant de la France, à n'en pas douter, le pays le plus attractif de l'Union européenne pour la 4e année consécutive. Deuxième chiffre, 200, soit le nombre de créations nettes d'usines en France sur les 2 dernières années. En partant de 2017, on arrive même à 300. Un bel exploit. Enfin, preuve ultime que la réindustrialisation est en marche, les 1,7 million d'emplois créés entre 2017 et 2022, dont près de 90 000 dans l'industrie. Ajoutez à tout cela une énumération de quelques usines inaugurées histoire de donner corps à cette réalité, une poignée de promesses de relocalisation concentrées sur quelques secteurs symboliques, et il ne vous en faudra pas plus pour vous convaincre que oui, Emmanuel Macron est bel et bien le champion de la réindustrialisation qu'il prétend être. Mais quand on regarde Chalampé dans le Haut-Rhin, Fos, Le Havre en effet, ou même Denain, on a des vraies transformations industrielles qui sont en train d'arriver. Dunkerque, où je me rendrai demain, c'est simple. Nous avions perdu 6 000 emplois industriels en 20 ans. Grâce à ce qui est déjà signé et sûr, il y aura 16 000 créations d'emplois d'ici à 2030. Donc sur certains sites, ce n'est pas simplement qu'on répare, c'est qu'on est même en train de dépasser. Malheureusement, aucun de ces chiffres ne permet en réalité de conclure à un quelconque rebond de notre industrie. D'autant plus que la plupart d'entre eux ont été tordus, manipulés, de manière parfois assez subtile, il est vrai, comme on va le voir, afin de servir artificiellement le récit présidentiel. À l'inverse, les chiffres réellement significatifs, ceux montrant que la France continue en réalité de décliner sur le plan de la production industrielle depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, ont, eux, soigneusement été mis sous le tapis par notre président. Évoquons les choses point par point. Commençons par le premier, la prétendue attractivité de la France en matière d'investissement étranger. C'est vrai, la France est le pays de l'Union européenne qui a attiré le plus grand nombre d'investissements extérieurs, que ce soit pour implanter une activité ou en développer une déjà présente ces 4 dernières années. 1725 en 2022, un chiffre en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Et pourtant, mettre en avant ce chiffre dans le contexte où le fait Emmanuel Macron n'a absolument aucun sens,
tant il ne dit rien de ce que le président entend prouver. Déjà, parce que ces investissements ne sont absolument pas cantonnés au domaine de l'industrie. Ils concernent aussi les services, le marketing ou la logistique, comme c'est d'ailleurs explicitement signalé dans l'étude de laquelle M. Macron tire ses chiffres. Dès lors, exhiber ces investissements pour montrer un regain de vitalité de l'industrie est particulièrement curieux. Surtout, ce chiffre de 1725 investissements ne dit rien du tout du niveau des investissements en question. En réalité, absolument personne ne mesure l'importance des investissements réalisés par leur nombre. Ce qui importe, ce sont bien entendu les sommes investies. Et tout le monde est en mesure de comprendre pourquoi. Si 10 personnes investissent chacune 5 € dans un projet A, et qu'à côté de ça, une unique personne investit 1 million dans un projet B, eh bien, il serait ridicule d'affirmer que le projet A bat des records d'investissement. Mettre en avant ce chiffre de 1725 investissements, ce n'est tout simplement pas sérieux. Or, si l'on se focalise sur les sommes investies et non sur le nombre d'investissements, on se rend compte que la France est en fait très loin d'être un leader européen. C'est un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui le montre, et un article de France Info qui le rapporte. En 2021, les chiffres de 2022 n'étant pas encore parus au moment où nous avons écrit cette vidéo, la France a tiré certes peut-être plus de projets d'investissement que ses voisins, 1222 contre seulement 993 pour le Royaume-Uni ou 841 pour l'Allemagne, mais pour des sommes nettement inférieures. Environ 14 milliards de dollars d'investissements directs étrangers contre 27 pour le Royaume-Uni ou 31 pour l'Allemagne, soit donc plus du double. Écoutez, d'abord, les résultats sont là. Pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Pour la 4e année consécutive. On a des raisons d'espérer parce que depuis 3 ans maintenant, nous sommes la destination préférée des étrangers pour faire des projets industriels en Europe. En 2020, on se paye même le luxe d'être devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis. Alors oui, on a la raison d'espérer. En fait, même la Belgique, incomparable à la France par sa taille et sa population, était alors très loin devant nous, avec 25 milliards de dollars d'investissements étrangers. Conséquence logique, chaque investissement sur le sol français se traduisait en réalité par nettement moins de création d'emplois que chez nos voisins. 38 emplois créés en moyenne par investissement, contre 45 en Allemagne ou 68 au Royaume-Uni. Au-delà de cette question spécifique, en prenant en compte les sommes investies et non le nombre d'investissements, on remarque que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de l'État, la France a reculé dans le classement des pays de l'Union européenne. En 2017, nous étions 4e, seulement devancés par l'Irlande, l'Allemagne et l'Espagne. En 2021, nous nous retrouvions 6e, toujours derrière l'Allemagne et l'Irlande, mais aussi désormais derrière la Suède, la Belgique et la Pologne. Pire encore, en volume cette fois, et non plus en termes de comparaison internationale, il se trouve que là aussi, le niveau des investissements directs étrangers s'est effondré depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. En 2017, ces investissements représentaient 24,8 milliards de dollars, contre donc 14,2 milliards précisément en 2021, soit une chute libre de près de 43% en 4 ans. Certes, tout cela n'est peut-être pas à mettre sur le dos d'Emmanuel Macron. Peut-être y a-t-il plusieurs explications. Mais face à cette réalité, il n'en demeure pas moins que vanter ses performances en matière d'attractivité reste particulièrement gonflé. Et je pense qu'on dépassera lundi les records d'investissement. 75% de ces investissements et de leurs conséquences en termes d'emploi, ce sont dans des villes moyennes de province et dans tous les territoires. Et de toute manière, même si la France détenait réellement un record d'investissements étrangers, même si ces investissements étaient concentrés dans le secteur de l'industrie, ce qui n'est pas le cas, ce ne serait pas forcément pour autant le signe d'une grande vigueur économique et productive, car quand l'économie d'un pays est en bonne santé, c'est en général que ses entreprises nationales enregistrent de bons résultats. Faire dépendre son dynamisme des investissements étrangers, c'est en réalité subordonner l'emploi, la production, la croissance à des décideurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle en tant que nation. Si demain l'herbe est plus verte ailleurs, les investisseurs étrangers, ils partiront, ils délocaliseront les unités de production, les ouvriers resteront sur le carreau et la France n'aura à nouveau que ses yeux pour pleurer. Pire, des investissements étrangers au plus haut peuvent même signifier un affaiblissement de l'économie nationale, à partir du moment où les investissements en question entraînent une diminution des parts de marché des entreprises françaises, voire s'incarnent dans des acquisitions par des capitaux étrangers d'unités de production nationale. Une réalité à prendre en compte,
particulièrement gênante quand elle concerne des secteurs clés de notre industrie. On sait ainsi, de sources officielles, qu'en 2022, le ministère de l'économie de Bruno Le Maire a autorisé le rachat par des investisseurs étrangers de 131 entreprises stratégiques, les 2/3 de ces entreprises passant sous pavillon extra-européen. Dans ces conditions, une hausse des investissements étrangers signifie en réalité de nouvelles pertes de souveraineté et une dépendance accrue à la finance internationale. Si tel est le bilan réel de la réindustrialisation d'Emmanuel Macron, peut-être celui-ci serait-il avisé de ne pas trop s'en vanter. France is at the heart of the European economic activity. The support we receive from the government are the major decisions which have encouraged the board to continue to invest in France. There are many reasons for choosing France. Choose France. Le cap est clair et simple. C'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants. Est-ce que c'est vraiment la souveraineté, ça ? Le fait que Intel américain produise en Europe, ok, on est content, mais la vérité, c'est que les technologies restent américaines, c'est une boîte américaine. Est-ce qu'on fait de la souveraineté européenne en allouant 40 ou 50% de subventions à un constructeur américain ? Alors, dit comme ça, la réponse est évidemment non. Mais si vous creusez davantage, la réponse est plus compliquée. Là, quand même, lorsqu'on localise sur le sol européen, on peut espérer que nous, Européens, on peut apprendre du transfert. Comme les Chinois l'ont fait. Comme les Chinois l'ont fait. Passons maintenant au deuxième grand succès de la politique présidentielle, les fameuses 200 créations nettes d'usines en 2 ans. Les créations nettes étant bien sûr la différence entre usines ouvertes et les usines fermées. Encore une fois, le chiffre lui-même est exact. 123 créations nettes en 2021, 80 en 2022, soit au total exactement 203. Un chiffre sur lequel nous n'allons pas nous attarder, car autant cette fois il a le bon goût de concerner exclusivement l'industrie, autant il n'a en lui-même pas la moindre signification. Car là encore, sans même poser la question des types d'industries concernées, nul besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que si vous fermez un site industriel employant 10 000 ouvriers et qu'en contrepartie vous en ouvrez 10 employant chacun 5 ouvriers, vous allez y perdre au change, même si dans l'opération, vous avez une création nette de 9 usines. Quiconque, dans cette situation, viendrait claironner sur son génie industriel passerait immédiatement soit pour le dernier des escrocs, soit pour le dernier des imbéciles. Dès lors, nous n'avons rien à dire sur ce chiffre. Certes, il fait bien à la télévision, certes, il peut faire illusion s'il est avancé avec suffisamment d'assurance, mais pris isolément, à la manière dont il nous est présenté par le président de la République, il n'a, il faut le dire, aucun sens. En revanche, beaucoup plus intéressant est le troisième chiffre avancé par Emmanuel Macron, celui des 90 000 emplois créés dans l'industrie depuis son arrivée au pouvoir. Et ce chiffre mérite que nous lui accordions une analyse poussée, car effectivement, entre l'arrivée au pouvoir de Macron au 2e trimestre 2017 et le 4e trimestre 2022, soit en approximativement 5 années et demie, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, nous le confirme, ce sont précisément 89 800 emplois qui ont été créés dans l'industrie. Et ce n'est pas un chiffre négligeable dans la mesure où depuis le milieu des années 70, plus exactement depuis le 2e trimestre 1974, l'emploi industriel a connu une érosion quasi continue. De là à conclure qu'Emmanuel Macron a enrayé un mouvement vieux de plus de 40 ans et commencé même à inverser le processus, il n'y a qu'un pas qu'Emmanuel Macron n'hésite bien sûr pas à franchir. Pourtant, il convient, pour commencer, avant même de questionner la réalité qui se cache derrière le chiffre, car on s'en doute, il y a des pièges, on va le voir, il convient donc de relativiser cette affirmation. La désindustrialisation entre 1974 et 2017, ce sont 2 531 000 emplois directs détruits. À considérer que chaque emploi dans l'industrie en vaut exactement un autre, ce qui, nous le verrons, est déjà assez discutable, alors au rythme où la politique d'Emmanuel Macron crée des emplois, et en s'imaginant que l'on puisse conserver ce rythme constant, il faudrait, pour reconstituer le tissu d'emplois industriels qui était le nôtre à la fin des 30 Glorieuses, environ 155 ans. Forever! 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 One eternity later. De manière plus réaliste et plus modeste, pour arriver au chiffre symbolique d'1 million d'emplois créés dans l'industrie, en prenant en compte ceux déjà créés depuis 2017, il faudrait tout de même 56 années de hausse consécutive. Cela ne suffit pas en soi à discréditer Emmanuel Macron, mieux vaut 90 000 créations d'emplois que 0, mais cela permet d'introduire une nuance dans le récit qu'il fait de ses propres exploits.
Vous êtes au cœur du futur de notre industrie. En 3 ans, 4 ans, on va faire ce qui a été fait en 30 ans. Et d'ailleurs, nous allons immédiatement en introduire une seconde. Si Emmanuel Macron parle de réindustrialisation en mettant l'accent sur l'emploi, on peut observer qu'en réalité, la structure globale de l'emploi salarié s'est encore un peu plus tertiarisée depuis son élection. En effet, 89 800 emplois créés dans l'industrie sur 1 784 000 en tout, cela signifie que l'industrie, qui représentait au second trimestre 2017 12,5% de l'emploi salarié total, n'a drainé depuis lors que 5% de l'ensemble des emplois créés. Par conséquent, la part de l'industrie dans le total de l'emploi salarié a donc baissé d'un demi-point en 5 ans et demi. Si l'on considère que les taux de croissance de chaque secteur sur la même période, encore une fois en prenant les chiffres de l'INSEE pour argent comptant sans encore regarder les réalités qui masquent ces chiffres, je vous promets ça arrive, on constate que l'emploi industriel n'augmente que de 2,85%, là où l'emploi salarié total connaît lui une croissance de plus de 7%. En observant la structure de cette croissance, on constate qu'elle est principalement tirée vers le haut par les secteurs de la construction, plus 15,4%, et du tertiaire marchand, plus 11%. Si Emmanuel Macron vante les créations d'emplois dans l'industrie, c'est donc en réalité le secteur d'activité qui, avec celui des services non marchands, recrute le moins depuis son élection. Encore une fois, cela ne remet pas en cause le chiffre des 90 000 emplois créés, mais cela montre qu'Emmanuel Macron n'a en rien renversé la tendance de la tertiarisation de l'économie au détriment de l'industrie, bien au contraire. Mais il est temps désormais de nous attaquer aux chiffres en lui-même, aux éléments qui le composent et aux disparités qu'il masque. Car quand on pense industrie, la plupart du temps, on pense industrie manufacturière, c'est-à-dire fabrication d'objets, que ce soit des pièces de voiture, des puces électroniques ou des médicaments. D'ailleurs, dans sa communication, ce sont ces activités de production qu'Emmanuel Macron met en avant de manière quasi systématique. Pourtant, cette industrie manufacturière n'est qu'une portion de l'industrie. Certes, la plus importante en termes de valeur ajoutée produite, autour de 65% du total, mais pas la seule néanmoins. L'industrie, ce sont aussi 3 autres sous-secteurs d'activité. Premièrement, les mines, l'énergie, la gestion de l'eau et celle des déchets. Deuxièmement, la coquéfaction et le raffinage, qui depuis la fin du charbon ne représentent plus grand-chose numériquement parlant. Et troisièmement, l'industrie agroalimentaire, qui produit environ 16% de la valeur ajoutée de l'industrie et emploie un peu moins de 20% du total des salariés du secteur. Or, curieusement, c'est dans cette seule industrie agroalimentaire que se concentre la grande majorité des 89 800 emplois industriels créés depuis 2017. 58 400 emplois pour être exact, soit 65% de l'emploi concentré sur ce seul sous-secteur. Ensuite, c'est le sous-secteur de l'énergie et de la gestion de l'eau et des déchets qui recrute le plus avec 25% des créations d'emplois. L'industrie manufacturière, elle, ne concentre que 14 800 créations d'emplois, à peine 16% et demi du total de l'industrie, une évolution représentant une croissance assez dérisoire de 0,68% sur 5 années et demie. Or, on ne va pas se le cacher, la fabrication d'objets est aujourd'hui l'activité qui fait le plus défaut à la France. C'est également celle qui a le plus souffert de la désindustrialisation. La fabrication, ce sont 2 715 800 emplois détruits depuis le deuxième trimestre 1974, avec les 14 800 emplois recréés depuis 2017, et au rythme où vont les choses, ce ne sont plus 56 ans qu'il faudrait à Emmanuel Macron pour recréer 1 million d'emplois dans le secteur, mais 366. Bien sûr, on peut discuter de la pertinence de cet objectif, mais cela donne, encore une fois, une idée de la réalité des exploits d'Emmanuel Macron en matière de réindustrialisation. En fait, ça fait 2 ans de suite que la France ouvre beaucoup plus d'usines qu'elle n'en ferme. En 2021, c'était 3 fois plus. En 2022, c'est 2 fois plus. À ce rythme-là, on aura réindustrialisé la France dans les 5 à 10 ans qui viennent. Alors, pour ce faire et pour accélérer, on va concentrer notre effort d'abord en accélérant ce qui a marché, en tenant la ligne de la compétitivité. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté, j'entends les gens qui disent qu'il faudrait un tournant, ceci, cela. Ce qui marche, le mieux, c'est de ne pas le casser. Néanmoins, on pourra toujours se consoler en constatant la bonne santé économique de notre industrie agroalimentaire. Car,
Avec une croissance de plus de 10% du nombre d'emplois depuis 2017, nul doute que le secteur soit en plein boom et batte tous les records de production. Comment autrement expliquer un tel chiffre? Le problème, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Oui, l'industrie agroalimentaire française embauche, mais dans le même temps, ses résultats, eux, chutent. Toujours grâce à l'INSEE, nous avons eu accès à un tableau récapitulant l'évolution des valeurs ajoutées brutes de chaque secteur et sous-secteur depuis les débuts de la comptabilité nationale, valeurs dont l'addition forme, on le rappelle, le produit intérieur brut. Notons que ces chiffres sont dits en volume à prix chaîné, c'est-à-dire calculés de manière à gommer les variations liées à l'inflation. Avec ce tableau, nous constatons que la valeur ajoutée créée par notre industrie agroalimentaire a diminué entre 2017 et 2022. Certes, la dégradation est faible, moins 0,66%, mais au regard des performances du secteur sur le terrain de l'emploi, elle ne manque pas de surprendre. En fait, même ici, nous en sommes réduits à des suppositions pour expliquer le phénomène, le plus probable à nos yeux étant que les emplois créés dans ce secteur, emplois largement subventionnés par l'État, nous y reviendrons, n'aient eu pour finalité que de contribuer à sa décarbonation et d'accroître son usage du numérique, et en aucun cas à accroître sa production ou sa compétitivité en vue de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Quoi qu'il en soit, nous voyons là que si Emmanuel Macron peut toujours se targuer que ses politiques aient créé des emplois, elle ne semble pas en revanche avoir endigué le déclin de la production industrielle. Considérant cela, il devient de plus en plus compliqué de parler de politique de réindustrialisation menée par le président. Reste encore néanmoins à lever le voile sur la supercherie ultime d'Emmanuel Macron, a révélé le dernier tour de passe-passe sur lequel tout le mensonge présidentiel est bâti et sans lequel l'intégralité du récit macroniste vole en éclats. Tout simplement le fait que les 3/4 des emplois créés dans l'industrie sont en réalité des contrats d'alternance, apprentissage et professionnalisation mêlés, financés en très grande partie par l'argent des contribuables et ne débouchant absolument pas sur une embauche automatique. Expliquons cela. Les contrats d'alternance, ce sont des contrats tripartites passés dans le cadre d'une formation, initiale ou non, entre une personne, une entreprise et un institut de formation. CFA dans le cas d'un contrat d'apprentissage, lycée professionnel voire établissement universitaire dans le cas d'un contrat de professionnalisation. L'élève, quel qu'il soit, suit des périodes de formation théorique dispensées par l'institut, alternées avec des périodes de mise en pratique en entreprise. L'entreprise prenant l'élève en alternance étant considérée comme contribuant à sa formation, elle bénéficie d'un très large soutien financier de la part de l'État, déductions fiscales, aides directes diverses, et même depuis cette année une aide exceptionnelle supplémentaire de 6 000 € par alternant. Et c'est une note méthodologique de l'INSEE qui nous l'apprend, jusqu'en 2021, les contrats d'alternance n'étaient pas comptabilisés dans les estimations d'emplois annuels et trimestriels. Mais en 2022, les choses changent. Les alternants sont désormais comptabilisés dans le calcul de l'emploi. Comme c'est souvent le cas avec l'INSEE, les calculs des années précédentes sont modifiés afin d'intégrer ce changement de manière rétroactive. Or, tout cela n'arrive pas par hasard, mais parce que l'INSEE l'expose explicitement dans sa note d'ailleurs, là où jusqu'en 2019 le nombre d'alternants était plus ou moins constant depuis pas mal d'années, à partir de 2020, il grimpe en flèche. Pour cause, depuis 2018, Emmanuel Macron a fait de l'alternance un de ses chevaux de bataille, multipliant les dispositifs financiers incitant les entreprises à y recourir. Une aubaine pour ces dernières qui y voient l'opportunité de compter sur des bras supplémentaires financés en grande partie à coût de subventions publiques. Résultat, selon les chiffres très précis du ministère du Travail, en 2017, la France comptait 635 230 personnes sous contrat d'alternance. En 2022, elle en comptait 1 100 536. Une hausse donc de plus de 73% pour une différence nette de 465 306 contrats répartis sur l'ensemble des secteurs d'activité. Un chiffre qui signifie une chose, que si l'INSEE n'avait pas fort opportunément choisi d'intégrer à partir de 2022 les contrats d'alternance à ses statistiques sur l'emploi, ce ne sont pas 1 780 000 créations d'emplois que l'exécutif pourrait revendiquer, mais seulement 1 320 000. Mais si l'on se focalise maintenant sur l'industrie précisément, la prise en compte des chiffres de l'alternance vient purement et simplement pulvériser le récit macroniste. En effet, partant des chiffres du ministère du Travail et sachant que sur l'ensemble des contrats d'alternance, 14% de ceux d'apprentissage et 12% de ceux de professionnalisation sont dirigés vers l'industrie,
alors il est possible de calculer assez précisément l'évolution globale du nombre d'emplois industriels occupés par des alternants. En 2017, ils étaient environ 84 700 et en 2022, 151 600. Une hausse de 79%, mais surtout une hausse nette de 66 900. Vous ne rêvez pas, cela signifie bel et bien que sur les 89 800 emplois qu'Emmanuel Macron prétend avoir créés, 66 900 sont en réalité des contrats d'alternance, soit des formations financées en grande partie par l'État. 66 900 sur 89 800, soit 74,5%. En d'autres termes, les 3/4. Voilà la réalité des chiffres avancés par notre président. Des chiffres qui dissimulent tellement de biais, tellement de clauses cachées, inscrites en petits caractères au bas du contrat, qu'au final, plus rien de ce qu'ils contiennent n'est vrai. Il ne reste que les mensonges d'un président, cherchant tant bien que mal à justifier un bilan calamiteux et n'ayant pour y parvenir que son culot, la complicité passive de ses contradicteurs et la paresse intellectuelle de ses opposants. Et si vous pensiez que nous en avions terminé avec le sujet, eh bien non, car nous n'avons fait là qu'analyser les chiffres qu'Emmanuel Macron a donnés. Mais son véritable bilan, il apparaît dans les chiffres qu'il se garde bien de mettre en avant. Car alors, par aucun moyen, il ne serait à son honneur, malgré son talent évident pour les tordre dans tous les sens. Alors, est-ce que vous voulez le vrai bilan de la politique de réindustrialisation d'Emmanuel Macron ? Pour cela, il y a un seul chiffre à regarder. Ce chiffre, ce n'est pas celui des emplois créés. On le répète, le but de la réindustrialisation, c'est la relance de la production afin de répondre aux besoins de la population sans dépendre de circonstances hors de notre contrôle. Les créations d'emplois ne sont qu'un moyen d'y parvenir. Ce qu'il faut regarder, c'est donc tout simplement la valeur ajoutée de l'industrie et son évolution. Nous avons vu tout à l'heure que celle de l'agroalimentaire avait diminué, malgré la concentration des créations d'emplois industriels dans cette sous-branche d'activité. Comme on pouvait s'y attendre, le phénomène est encore plus fort dans le reste de l'industrie. En 5 ans, et toujours en prix chaîné en volume, nous sommes passés de 276,2 milliards d'euros de valeur ajoutée brute pour l'ensemble de l'industrie à 268,2 milliards en 2022, soit une baisse de 2,9%. Et si l'on se concentre sur la fabrication de biens, la baisse est encore plus prononcée et atteint 3,37%. Il faut donc le dire et le répéter, depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires, la production industrielle française, en volume, a diminué. La France produit moins de biens qu'auparavant. Elle est donc toujours en train de se désindustrialiser. Bien sûr, on pourra dire que la situation économique est difficile pour tous les secteurs. Sauf que justement, si l'on additionne la valeur ajoutée de tous les secteurs d'activité, ce qui nous donne le produit intérieur brut, on constate que ce dernier, lui aussi calculé en prix chaîné, a connu sur 5 ans une croissance de 4,6%. Ce qui veut dire que non seulement la valeur ajoutée de notre industrie a diminué sur cette période, mais encore que sa part dans le PIB total a, elle aussi, baissé. En 2017, elle représentait 13,77% de la valeur ajoutée brute totale. En 2022, ce n'était plus que 12,77%. Une baisse de 1 point tout rond qui montre que non, Emmanuel Macron n'est pas le sauveur de notre industrie, mais bel et bien l'un de ses fossoyeurs. Car pendant ce temps-là, nos besoins en biens manufacturés n'ont bien sûr pas diminué. Simplement, c'est encore une fois le commerce international qui, malgré les tensions croissantes qui l'affectent, vient compenser la faiblesse de notre secteur industriel. Traduit en chiffres, cela donne un déficit record de 163,6 milliards d'euros de notre balance commerciale des biens en 2022. Un déficit qui a quasi doublé depuis 2021, année pourtant déjà de notre dernier record, et qui place la France en bon dernier dans le classement des balances commerciales des 27 pays de l'Union européenne. Bien sûr, la question du coût de l'énergie explique en grande partie cet effondrement de 2022. Mais sur le seul marché des produits manufacturés, la Direction générale des douanes nous apprend que nous enregistrons tout de même, là aussi, un déficit record de 78,5 milliards, en hausse de près de 20% par rapport à l'année précédente. Là encore, une conséquence directe de la désindustrialisation, puisqu'on sait que jusqu'au début des années 2000, la balance commerciale de la France était régulièrement excédentaire avant de couler à pic année après année.
Un phénomène que clairement, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron n'a pas endigué, puisqu'entre 2017 et 2022, notre déficit commercial sur les biens manufacturés se creusait de plus de 93% et que, comme nous l'avons vu, la plongée s'est encore accélérée l'an dernier. Encore une fois, voici la réalité derrière les discours du président de la République. Avec la baisse des impôts de production, la baisse de la fiscalité sur le capital, la formation, la qualification, la simplification de l'ouverture des usines, et cette politique industrielle, pour la première fois depuis 30 ans, donne des résultats. Elle a mis un coup d'arrêt aux délocalisations industrielles en France. Il aurait pu ajouter CICE, création de BPI, loi El Khomri, 3 mesures sous François Hollande. Puis effectivement, baisse de la fiscalité sur le capital, loi Pénicaud, baisse de l'IS, et enfin, baisse des impôts de production. Évidemment, il y a un moment où on a des effets. Et objectivement, les 4 années d'attractivité en hausse où la France est le premier pays à recevoir des investissements directs étrangers en Europe, c'est pas une vue de l'esprit. La conclusion que l'on peut en tirer, c'est donc que dans les faits, concernant l'affaiblissement de notre puissance industrielle, Emmanuel Macron s'inscrit dans la droite lignée de tous ceux qui l'ont précédé depuis 1974 et non en rupture par rapport à eux. Avec toutefois une différence notable, celle de la communication. Là où les anciens présidents faisaient en sorte que le sujet ne soit pas posé, voire présenter la tertiarisation de la société française comme un progrès inéluctable, ce que la phase ascendante de la mondialisation avec tous les avantages qu'elle offrait rendait plausible, Emmanuel Macron, lui, dans un contexte de délitement de l'ordre économique mondial, n'hésite pas à mettre le sujet sur la table pour donner, comme il sait le faire, l'impression qu'il agit au lieu d'agir véritablement. Lui suffit pour cela de détourner quelques chiffres, transformant ainsi les pires fiascos en victoires éclatantes. La situation se dégrade, il suffit de dire qu'elle s'améliore. Bien sûr, les gens normaux, confrontés à la réalité de la dégradation et à ses conséquences concrètes, sentent bien que l'on se moque d'eux. Mais comme aucun journaliste, aucun parti politique, aucun relais d'opinion n'arrive à faire le travail d'analyse qui donnerait corps à ce ressenti, celui-ci, pourtant largement partagé, n'est jamais exprimé dans la sphère médiatique. Et aucun débouché politique ne lui est proposé. Ne reste plus au président qu'à dérouler son discours, à quelques autoproclamés combattants de la vérité de tourner en dérision le ressenti populaire, d'humilier ceux qui le partagent et de les traiter de complotistes, et le tour est joué. Souvenez-vous, toutes les images que nous avons envoyées au monde, les voitures qui brûlent, les poubelles qui brûlent, etc. Mais depuis quelques semaines, j'ai un message qui m'est envoyé de la part de ces grands entrepreneurs qui me disent la chose suivante: il se passe quelque chose d'extrêmement positif chez vous en France en ce moment. Dans la tech. Dans la tech. Il y a comme une certaine admiration, et la France est perçue, comme certains d'entre eux, comme étant le petit miracle européen qui est en train de se faire. Et on est à des années-lumière de toute la démarche décliniste, pessimiste que nous avons dans notre pays, qui est alimentée par un certain nombre de populistes, d'outranciers, qui fait qu'on a l'impression que tout va mal chez nous. Alors que, effectivement, et il faut le reconnaître, il y a des situations microéconomiques qui peuvent être parfois très difficiles, des entreprises qui font faillite, des personnes qui sont en grande difficulté, mais quand on dézoome tout ça et quand on regarde ce qui se passe en France par rapport au reste du monde, eh bien on se rend compte objectivement que la dynamique est dans notre côté. Les entreprises du monde entier aujourd'hui rêvent d'investir en France. Pourtant, au milieu de tout cela, il y a une chose sur laquelle Emmanuel Macron ne ment pas. Certes, les résultats en matière d'industrie ne sont pas là. Mais effectivement, les grands moyens, nos moyens d'ailleurs, sont mis au service d'une politique cohérente. Des milliards et des milliards d'euros d'argent public, non pas concentrés sur un grand plan de développement économique, mais transférés via une multitude de projets de loi, avec pour effet de rendre leur montant précis difficilement quantifiable, vers les détenteurs de capital financier. Un transfert direct, lorsque l'on distribue l'argent aux investisseurs par le biais de subventions, sans exiger en retour la moindre contrepartie. Un transfert indirect aussi, par des baisses d'impôts sur les hauts revenus et autres flat tax, contribuant à faire davantage supporter le poids des politiques publiques à la majorité sociale, à dégrader la qualité des services de l'État ou à accroître son niveau d'endettement, et un transfert plus pervers encore par la dégradation des conditions de travail des salariés, se traduisant pour les détenteurs de capitaux par un accroissement de leur plus-value. Des milliards et des milliards d'euros d'argent public, donc littéralement pris dans la poche des contribuables, pour aller vers celle d'une minorité oisive. Des conditions de vie dégradées pour des millions de personnes et un État fragilisé, de moins en moins apte à assurer ses missions,
Tout cela pour favoriser en retour la réindustrialisation de la nation. Sauf que cette réindustrialisation, elle n'arrive jamais. En réalité, l'industrie continue son déclin. En revanche, les cadeaux aux détenteurs de capital financier, eux, sont bel et bien réels. Et Emmanuel Macron annonce d'ores et déjà qu'il compte en faire toujours plus. Ici, ce à quoi nous assistons en réalité, c'est donc à la prise en otage d'un sujet extrêmement sérieux, au cœur des préoccupations des Français, devenu un prétexte pour l'organisation par un État voyou d'un détournement massif d'argent public au seul profit de quelques-uns, le tout bien sûr de manière parfaitement légale. D'ailleurs, on ne s'y trompera pas, les secteurs d'activité qui ont connu la plus forte croissance depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron s'avèrent être non pas l'industrie, comme nous l'avons vu, mais le secteur des activités financières et d'assurance, plus 18,56%, celui des activités privées, juridiques, comptables, de gestion et de contrôle, plus 17,24%, et celui de l'information et de la communication, plus 27,82%. Soit littéralement les deux secteurs d'activité qui ont explosé avec la désindustrialisation et l'ont en grande partie organisé, et celui qui fournit aux deux autres les principaux outils dont ils ont besoin pour continuer à prospérer. Bien sûr, tout cela peut amener à se poser une question. Emmanuel Macron agit-il sciemment contre les intérêts de la nation et au profit d'une minorité parasitaire, ou bien est-il sincère dans ses choix économiques, esclave d'une idéologie, et trop aveuglé pour en saisir les conséquences réelles. Ici, au fil d'actu, il nous est difficile de lui accorder le bénéfice du doute. Imaginez qu'il soit possible d'arriver à un poste aussi important que président de la République après avoir soi-même, en tant que banquier d'affaires, profité des largesses de l'État, sans être parfaitement conscient des conséquences de ses actes, semble relever de la naïveté. Mais dans le fond, là n'est pas l'essentiel. À ce niveau de responsabilité, la trahison est trop grave pour que l'aveuglement et le fanatisme apparaissent comme des circonstances atténuantes. En politique, l'intention importe peu. Seuls comptent les actes et leurs conséquences. Et dans le cas précis qui nous occupe, il est clair que les décisions politiques d'Emmanuel Macron ne pouvaient en aucun cas mener à d'autres résultats que ceux que nous venons de décrire. Comment pouvons-nous nous permettre d'être aussi affirmatifs ? Tout simplement parce que la justification théorique de ces décisions a été maintes fois discréditée par le réel. C'est pourtant là un mythe tenace qui semble à première vue relever du bon sens. L'idée que si l'on crée un environnement favorable à l'investissement privé, alors l'investissement privé viendra naturellement combler les besoins de la population. Au cours de ces dernières décennies, cette idée n'a eu de cesse de servir de justification à des politiques dites de soutien à l'investissement, souvent sous forme de subventions au privé et de cadeaux fiscaux, ainsi qu'à la levée de dispositifs du Code du travail jugés trop protecteurs pour les salariés. Emmanuel Macron peut bien prétendre être le premier à y avoir pensé. Dans les faits, François Hollande l'avait fait avant lui, et Sarkozy avant Hollande, et Chirac avant Sarkozy. En réalité, on peut très facilement trouver des politiques justifiées par cette idée dès les années 1970, et même bien avant, jusque dans les siècles précédents. Pas seulement en France d'ailleurs, mais bien dans l'ensemble des pays occidentaux. J'ai dit que je demanderais de suspendre pour 2 ans l'application de la 5e semaine. Pourquoi ? Parce que je crois que les entreprises françaises sont à l'heure actuelle exposées à des charges telles que leur compétitivité est menacée. Des pôles de compétitivité pour redynamiser l'économie française, c'est ce qu'a annoncé ce matin le gouvernement. Au total, 67 secteurs répertoriés, en quelque sorte des Silicon Valley à la française. On va connaître un taux de chômage qu'on n'a pas connu depuis 50 ans, c'est-à-dire avant le choc pétrolier, que du haut de mes 42 ans, je n'ai jamais connu. J'ai connu que le chômage de masse. On va être dans l'emploi de masse. Et pour cela, nous avons fait des réformes qui rendent la France plus attractive. Et pourtant, depuis 1974 donc, le fait est qu'aucun des gouvernements ayant revendiqué de telles politiques économiques n'a réussi à inverser le cours de la désindustrialisation. Au mieux, certains ont-ils retardé de quelques années la fermeture d'une poignée d'usines. Au pire, ont-ils généreusement arrosé leurs propriétaires en échange de vagues engagements vite oubliés sitôt les subventions empochées, toujours au prix d'un accroissement de la dette de l'État et d'efforts supplémentaires demandés aux Français. Tout ça donc pour rien. Bien sûr, certains petits malins pourront répliquer que si ça n'a pas marché, c'est que nous ne sommes pas allés assez loin sur cette voie, l'argument typique de tous les idéologues confrontés aux limites pratiques de leur modèle théorique. Mais en réalité, il y a bel et bien une explication logique à tout cela.
Et pour la comprendre, il faut commencer par se demander pourquoi la France s'est désindustrialisée. Non pas comment, par quel mécanisme pratique, mais bel et bien pourquoi, pour quelles raisons. À cette question, on trouve la réponse simple, pour ne pas dire simpliste, d'Emmanuel Macron. Si la France s'est désindustrialisée, c'est tout bonnement parce que nous, Français, nous travaillons moins que nos voisins. Nous n'allons même pas chercher ici à savoir si c'est effectivement le cas ou non, si les Français travaillent plus ou moins que les Belges ou les Espagnols, car dans tous les cas, cette explication n'a rien de satisfaisant. Et ce pour une raison simple, c'est que nos voisins, eux aussi, ont subi de plein fouet la désindustrialisation. Certes, chacun avec certaines spécificités, mais tous plus ou moins en même temps que nous. Dès lors, chercher la cause profonde de la désindustrialisation dans ce que nous ferions de moins bien qu'eux est tout simplement hors de propos. Encore un hors-sujet donc pour notre Mozart de la finance. Si la France s'est désindustrialisée et a une faiblesse par rapport aux voisins, et les 10 points de PIB par habitant d'écart avec l'Allemagne, c'est que nous travaillons moins que nos voisins dans le cycle de vie. Qu'a besoin de faire notre pays? De continuer d'être compétitif sur le capital, le travail, l'innovation, et d'augmenter la quantité de travail. Et c'est dans cette stratégie que s'inscrit la réforme des retraites. À l'opposé, d'autres revendiquent précisément le rejet de toute explication simpliste du phénomène et le décrivent comme particulièrement complexe. C'est le cas par exemple d'Anaïs Voïgilis, docteure en géographie, directrice associée d'un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise et co-auteure en 2021 d'un livre sur la réindustrialisation préfacé par Agnès Pannier-Runacher, alors ministre déléguée à l'industrie d'Emmanuel Macron. Un profil qui ne l'empêche pas d'être régulièrement reçu par des médias s'affichant comme critiques envers le même Emmanuel Macron. Ainsi, interviewée en mai dernier sur la chaîne Blast par la journaliste Salomé Saké, Anaïs Voïgilis expliquait sous le regard approbateur de son interlocutrice la désindustrialisation de la France par l'intervention d'une multitude de facteurs, et d'en citer 3 principaux: la tertiarisation de l'économie, la mécanisation et les délocalisations. Une explication en apparence complète, mais qui en réalité n'explique rien du tout. La tertiarisation de l'économie n'est pas la cause de la désindustrialisation, elle est son corollaire. Les délocalisations non plus ne sont pas l'explication à la désindustrialisation. Elles sont son dispositif de mise en œuvre. Et si la mécanisation peut éventuellement expliquer quelques destructions d'emplois, elle n'explique en rien l'effondrement de la production nationale. Donc répondre à la question « Pourquoi la désindustrialisation ?» par le triptyque tertiarisation, mécanisation, délocalisation, c'est en réalité se retrouver avec 3 nouvelles questions. Pourquoi la tertiarisation? Pourquoi la mécanisation? Et pourquoi les délocalisations? Sans avoir produit le moindre élément permettant d'y répondre. Ce qui, on va l'avouer, ne sert pas à grand chose à part à nous éloigner de la question de départ. Donc, pourquoi les pays occidentaux, dont la France, se sont-ils désindustrialisés? Fondamentalement, le phénomène fut l'une des conséquences inéluctables de l'entrée, dans la deuxième moitié du XXe siècle, de notre mode de production, ce que l'on appelle couramment le système capitaliste, caractérisé pour faire simple par le fait d'avoir pour moteur la propriété privée des moyens collectifs de production, dans une nouvelle étape de son développement historique, à savoir sa mondialisation. Un processus complexe qui ne s'est pas amorcé par hasard dans les années 1970, et non 50 ans avant ou 50 ans après, mais parce qu'un ensemble de conditions objectives était alors réuni pour que cela arrive. D'une part, la prospérité industrielle de l'Occident, rebâtie grâce aux mesures protectionnistes et planificatrices déployées après la crise des années 30 et dans l'après-guerre, avait permis à une élite financière, une classe dirigeante, détentrice des moyens de production par le biais de titres de propriété, de réémerger. Et grâce au développement de nouveaux outils de gestion et de communication, de s'organiser pour affirmer au mieux ses intérêts, à la fois contre des revendications ouvrières se faisant de plus en plus pressantes, contre les capitaines d'industrie qui avaient tendance à contester son autorité au sein même des entreprises qu'elle possédait, et contre les mesures étatiques qui avaient pourtant favorisé sa renaissance, mais qui apparaissaient désormais comme des entraves à leur perspective de profit. D'autre part, le progrès technique, la diminution du coût des transports, le développement rapide des moyens de communication rendait possible une nouvelle division internationale du travail, une promesse de gains plus élevés et plus rapides pour cette même classe. Enfin, l'ascension rapide de cette dernière lui permettait à la fois d'intégrer avec facilité les hautes sphères de l'État et à ses membres devenus hauts fonctionnaires, politiques ou intellectuels, d'exercer une attraction suffisante sur leurs homologues issus des autres catégories sociales pour en rallier un grand nombre à leur vue et à leurs intérêts. Alors,
La France, comme l'Occident, était mûre pour un changement structurel dont peu de monde hors de la classe dirigeante prit alors l'exacte mesure. Ainsi, de manière progressive, les entraves à la libre circulation des capitaux et des biens furent levées. D'abord timidement, à petite échelle, par le biais de lois nationales et de traités binationaux, puis multinationaux, mais aussi rapidement sous l'impulsion de structures supranationales comme l'Union européenne ou l'Organisation mondiale du commerce, créées spécifiquement pour se substituer aux États et leur dicter leur conduite en matière de politiques économiques. En parallèle de cela, nombre de secteurs de l'économie, jusqu'alors sous contrôle des nations, car revêtant une importance stratégique et nécessitant pour fonctionner de manière optimale au service des populations une forme plus ou moins développée de planification, commencèrent à être vendus, pour ne pas dire bradés, aux intérêts privés. Un processus qui bien sûr s'accéléra lui aussi avec le temps, sous l'impulsion des mêmes instances supranationales que celles que nous venons juste d'évoquer. Est né un nouveau monde, un monde sans frontières ou presque, la plus vaste libéralisation du commerce mondial de l'histoire. Agriculture, services, propriété intellectuelle, etc. C'est l'ouverture des marchés, la baisse des droits de douane, jusqu'à 40%. Le profit, ainsi libéré de toute autre considération, et par là même l'économie échappant à tout contrôle national et démocratique, le transfert de nos moyens de production vers les pays se situant à un stade historique de développement économique moins avancé que le nôtre, allait logiquement pouvoir commencer. Pourquoi logiquement ? Eh bien, tout simplement parce que stade de développement moins avancé signifie coût de la main-d'œuvre moins élevé et contraintes sociales et environnementales moins lourdes. Et donc, perspective à court terme d'accroissement de la plus-value pour les détenteurs des moyens de production. Là se trouve la seule explication réellement satisfaisante aux délocalisations et à la désindustrialisation. Bien sûr, en théorie, on peut toujours prétendre qu'inverser ce mouvement est possible en venant concurrencer sur le terrain de l'attractivité les pays à bas coût. Sauf que, s'imaginer cela revient à vouloir revenir à un stade inférieur de développement et fatalement se heurter au mur de la réalité. Certains peuvent regretter qu'en France il existe un salaire minimum ou un droit du travail plus avancé qu'au Cambodge, mais c'est là la conséquence directe d'un développement économique s'étalant sur des siècles et sous-tendu par un rapport de force permanent entre producteurs et propriétaires. S'acharner à détruire cela en s'imaginant qu'un ouvrier français héritier d'une histoire industrielle pourrait travailler aujourd'hui dans les mêmes conditions qu'il y a 2 siècles afin d'être perçu par des gestionnaires de portefeuilles d'actions comme plus rentables que ses concurrents vietnamiens, c'est poursuivre un objectif par nature inatteignable, car penser à rebours des processus historiques et qui ne peut, en plus d'échouer nécessairement, que dégénérer en chaos social si l'on s'acharne dans cette voie. Il faut donc tordre définitivement le cou à ce mythe dans un contexte d'économie ouverte où les capitaux et les biens circulent librement, inverser le processus de désindustrialisation en concurrençant sur leur terrain les pays à bas coût n'est tout simplement pas possible pour un pays développé. Et le fait que nombre de dirigeants politiques aient prétendu pouvoir y parvenir depuis les années 1970, alors même que factuellement l'histoire de ces 50 dernières années n'a été que celle du déplacement de nos unités de production vers des pays économiquement moins développés, constitue la démonstration éclatante de la non-validité de cette thèse économique et l'impasse totale qu'elle représente aujourd'hui. Malgré toutes les prétendues tentatives, les pays ayant accueilli dans un premier temps nos ateliers de fabrication impliquant des tâches simples ont par la suite attiré des emplois de plus en plus qualifiés, ce qui a favorisé leur développement rapide et l'essor de leur marché intérieur. Un phénomène qui les pousse aujourd'hui à délocaliser à leur tour une partie de leur production dans d'autres pays à plus bas coût, ou encore, selon les États, à adopter des mesures de planification et de protection de leurs intérêts économiques. Dans tous les cas, nos ex-puissances occidentales, ouvertes au vent de la libre circulation des capitaux et des biens, dépossédées de leurs unités de production et apparaissant comme des marchés de moins en moins prioritaires, se retrouvent poussées sur la touche. À cela, la politique d'Emmanuel Macron ne peut évidemment rien changer. C'est-à-dire que l'État, il n'est pas là aujourd'hui pour nationaliser ceci ou cela, ou pour subventionner ceci ou cela. Il est pour être un partenaire actif
d'entreprises industrielles qui se développent. Elle devait être l'usine du futur, mais elle n'aura tenu que 5 ans. L'annonce de la délocalisation du site Latécoère de Montredon à Toulouse suscite la colère des 109 salariés. Le site du sous-traitant aéronautique a bénéficié de financement des collectivités locales. La région Occitanie avait aussi apporté 1,7 million d'euros. Vous êtes inquiet de cette situation parce qu'il y a eu de l'argent public qui a été mis quand même sur la table pour cette usine qui était dite du futur. Je vais être très franc avec vous, je suis pour le moins surpris. Parce que je l'ai dit il y a un instant, le secteur de l'aéronautique va plutôt bien. Déménagement, donc délocalisation, Mexique, République tchèque. Après, on n'en est pas encore là. Moi, j'entends qu'il y a des plans, donc j'aimerais qu'on m'explique les plans et voir si on peut peut-être trouver d'autres plans. Oui, parce que sinon, il faudrait rendre l'argent public ou pas? Non, mais écoutez, moi, c'est très clair. Aujourd'hui, de l'aide publique, on en a fait beaucoup pendant la Covid. On va d'ailleurs continuer à en faire. On aide des entreprises. Nous, on est là pour aider le tissu industriel à se développer en France. Mais pour ça, on a besoin d'actionnaires qui s'engagent, de directions qui font le boulot, et de salariés, en général ça c'est le cas, qui sont mobilisés. Donc on va voir si c'est le cas pour cette usine et cette entreprise. Mais est-ce à dire que, quoi que nous fassions désormais, nous serions, à brève échéance, inéluctablement condamnés, pris dans les engrenages d'une mécanique économique implacable, que, pour la France, la chute serait inévitable? Non. En revanche, il est clair qu'enrayer cette chute va être très difficile, va nécessiter le recours à des solutions inédites extrêmement audacieuses et ne se fera malheureusement qu'au prix de beaucoup de notre sueur, de notre sang et de nos larmes. La démondialisation n'est pas un phénomène anecdotique, c'est un mouvement de fond, l'expression de la crise structurelle d'un mode de production ayant poussé son développement à un tel stade que ses contradictions sont désormais palpables et qui appellent désormais à son dépassement. Et dans un tel contexte, ceux qui s'imaginent régler les problèmes en agissant comme ils l'ont toujours fait, en jouant selon les règles, se trompent très, très lourdement. Certes, la crise est devant nous. Mais oui, si en tant que nation, nous en prenons la mesure et que nous agissons en conséquence, nous pouvons nous en sortir par le haut. Oui, la France peut être sauvée. Mais pour cela, comme dirait l'autre, il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Dès à présent, c'est l'ensemble des politiques économiques qui doivent être repensées afin de servir un objectif absolument fondamental autour duquel nous devons tous nous rassembler, la reconstitution d'un appareil productif national à même de garantir nos conditions matérielles d'existence. Pas en implorant les gentils investisseurs, en leur demandant de gentiment daigner venir chez nous fabriquer n'importe quoi en échange d'argent public, mais avec un plan entièrement tourné vers cet objectif. Les détenteurs privés de capitaux sont manifestement incapables d'organiser la production selon l'intérêt national dès lors que les capitaux circulent librement dans le monde. Les règles du jeu sont telles que désormais c'est la production elle-même qui s'effondre sous leur coupe. Alors, c'est qu'il est temps de changer ces règles. Commençons donc par reprendre à ces personnes le contrôle sur tous les pans de la production que nous jugeons d'importance stratégique. Dressons une liste validée démocratiquement des activités industrielles trop importantes pour dépendre de leur seul bon vouloir. Retirons-leur purement et simplement la propriété des unités de production correspondantes et plaçons ces dernières sous le contrôle d'établissements nationaux ayant par la suite la charge de les développer ou à défaut de les créer de toutes pièces selon un plan déterminé dans le but de remplir des objectifs de production établis selon une estimation des besoins de la population. Nous l'avons vu dans plusieurs vidéos sorties cette année, il n'y a pas si longtemps, toute la production d'électricité était régie de cette manière. Et les choses fonctionnaient alors beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Si cela fonctionne pour l'électricité, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour d'autres productions qui aujourd'hui, de fait, ont quasiment disparu du sol français après plusieurs décennies de gestion privée calamiteuse ayant rendu le pays faible et dépendant. De cette manière, l'argent public sera directement investi selon les besoins, ce qui est bien plus simple, bien plus sûr et bien plus efficace que de le distribuer à une multitude d'acteurs institutionnels privés en comptant sur le fait que ces derniers le réinvestiront peut-être là où, par chance, leurs intérêts coïncideront avec ceux de la nation et non ailleurs, et sans bien sûr qu'ils n'en profitent pour en détourner au moins une partie au passage. Planification, nationalisation, s'il s'agit de récupérer le contrôle sur notre production nationale afin de la remettre au service des Français, alors utiliser ces outils apparaît dans le contexte actuel comme une impérieuse nécessité. Mais nous l'avons dit, cette prise en main de la production par la nation ne doit concerner que les secteurs stratégiques.
Pour les autres, l'investissement privé peut et doit bien entendu rester un levier majeur de développement. Nous avons dit rester, redevenir serait en fait plus adapté, car, nous l'avons vu, dès lors qu'il fut permis aux capitaux de circuler librement dans le monde et que leur gestion fut confiée à des fonds internationaux spécialisés, ces capitaux cessèrent brusquement de servir à notre développement et ils eurent, à l'inverse, tendance à soutenir des projets contraires à nos intérêts nationaux, tels que les délocalisations, à des fins d'accroissement de taux de profit bien sûr, mais aussi le financement de groupes venant concurrencer ou racheter nos entreprises jusque sur notre propre territoire, ou même la déstabilisation de pans entiers de notre économie à des fins purement spéculatives. Or, reconstruire notre appareil de production, ce n'est pas uniquement planifier nos activités stratégiques, c'est aussi mettre fin à ce genre de pratiques contraires à nos intérêts, réorienter l'investissement privé national vers le développement de nos entreprises et se protéger des mouvements hostiles de capitaux étrangers. Dès lors, il s'agit de mettre fin à la libre circulation des capitaux à l'origine du déclin français, d'en instaurer un contrôle strict à nos frontières, afin, d'une part, que l'épargne des plus riches de nos concitoyens soit canalisée vers des fonds souverains et réinvestis, toujours selon un plan établissant des priorités, dans notre économie nationale, et non plus dans la destruction de cette dernière, et d'autre part, que les groupes financiers, dont les intérêts à court terme impliquent de spéculer contre la France, voient leur capacité de nuisance diminuer. Enfin, avec ces mesures, les secteurs stratégiques échappant désormais à la gestion anarchique de la finance et l'épargne privée retrouvant son rôle de pilier du développement du reste de notre économie, la production se trouvant ainsi organisée rationnellement au service de la majorité sociale, restera à déployer une batterie de mesures de protection, quotas, mesures tarifaires selon les besoins et les secteurs, visant à restreindre la circulation des biens, afin que notre industrie puisse se reconstituer sans avoir à subir la concurrence étrangère. Ces protections permettront notamment à nos petites et moyennes entreprises de production de se développer en se centrant sur notre marché intérieur, clairement prioritaire sur nos exportations. Planification, protectionnisme, contrôle des capitaux, nous avons là les bases d'une réelle politique de réindustrialisation, à 1000 lieues des gesticulations d'Emmanuel Macron. La seule, aujourd'hui réaliste, la seule qui constitue une échappatoire pour la France, la seule qui peut l'empêcher, nous empêcher, de sombrer avec les illusions d'un capitalisme mondialisé appartenant d'ores et déjà au passé. Le problème, c'est que, nous le savons malheureusement fort bien, il est absolument inconcevable qu'Emmanuel Macron engage la France sur cette voie. Et ce, pour une raison très simple, non pas parce qu'il serait dépourvu de la capacité intellectuelle à saisir le raisonnement amenant à ses conclusions, cela tout le monde en est capable, mais parce que cela implique d'entrer en conflit ouvert avec la classe qui l'a porté au pouvoir et dont il a jusqu'à maintenant fidèlement servi les intérêts matériels. Intérêts qui ont déterminé toutes les grandes transformations économiques de ces 50 dernières années et dont la préservation implique plus que jamais aujourd'hui une action contraire aux intérêts de la France, de sa production et des producteurs qui la font tourner. Tout à l'heure, nous avons vu que l'entrée du mode de production capitaliste dans sa phase de mondialisation était le produit d'un processus historique et qu'elle avait été permise par la réunion d'un ensemble de conditions matérielles. Mais parmi ces conditions, nous avons identifié comme déterminante l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante. En réalité, c'est un peu plus subtil que cela puisqu'il s'agissait en fait de la prise de pouvoir au sein même de la classe dirigeante d'une fraction de cette dernière sur celle qui l'exerçait jusqu'alors. Une sorte de révolution de palais par laquelle la classe dirigeante allait changer de visage et d'ambition, amenant dans son sillage les transformations économiques et sociales déjà évoquées. L'enjeu ici n'est pas de faire un cours d'histoire, mais pour faire simple, disons que depuis la fin du 19e siècle et jusque dans les années 1950, la figure centrale du capitalisme français était celle du capitaine d'industrie, du patron conquérant, innovant, entretenant bien sûr des liens étroits avec le secteur bancaire lui servant de principal soutien, mais donnant le là des grandes transformations économiques. Lorsque l'on évoque cette phase historique, on parle d'ailleurs de capitalisme industriel par opposition au capitalisme financier qui s'est imposé par la suite. À l'époque, existait déjà, à côté, ce que l'on appelait une bourgeoisie financière tirant profit des seuls achats et reventes d'actions. Mais elle faisait bien pâle figure à côté des grands industriels qui avaient couvert la France d'usines, et surtout, elle ne jouait au final qu'un rôle très marginal dans le financement de l'économie.
l'éparpillement de l'actionnariat en une multitude d'individus isolés, empêchant ces derniers de réellement imposer leur vue, leurs objectifs de profit et les stratégies permettant de les atteindre aux grands groupes industriels. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, les choses changent. Le développement des moyens de communication, comme celui des outils de gestion et d'analyse statistique, favorise l'organisation des milieux financiers internationaux. Les actionnaires alors se regroupent, confient la gestion de leur portefeuille à des entités spécialisées, fonds d'investissement chargés de les faire fructifier, dont le poids au sein des conseils d'administration et les actions coordonnées viennent bousculer les industriels. En parallèle, nous l'avons vu en France, la bourgeoisie financière porte ses intérêts au cœur de l'État, s'arrogeant le soutien d'une armée de hauts fonctionnaires qui œuvrent à la libéralisation des échanges et de la circulation des capitaux. Jusque dans les années 70, c'est un conflit feutré, mais sans merci, qui se livre au sein même de la classe dirigeante entre l'ancienne bourgeoisie industrielle, conservatrice, protectionniste, et la bourgeoisie financière conquérante, libérale, européiste et mondialiste. Un conflit qui fait rage au sein des organisations patronales, comme dans les hautes sphères de l'État, et ce, dès la fin des années 1950. On le sait, c'est au final la bourgeoisie financière qui sortira gagnante de ce conflit et pourra imposer pour de bon dans les années 1970 et de manière plus totale encore à partir des années 80 son contrôle sur l'économie, marquant alors l'avènement d'un capitalisme financier dominé par des fonds gestionnaires de capitaux tentaculaires à même de contrôler et d'organiser toute la production, désormais détournée de sa fonction sociale primaire, répondre à des besoins, et uniquement au service des intérêts à court terme des propriétaires de titres. Dès lors, il n'est pas exagéré de dire que des conditions objectives ayant servi de préalable à la mondialisation de l'économie, la financiarisation de cette dernière, soit sa prise de contrôle par le secteur financier, elle-même rendue possible par la réunion d'un ensemble de conditions objectives, et parce que le capitalisme industriel antérieur avait épuisé toutes ses possibilités de développement et appelé à son dépassement, fut sans doute la plus essentielle de toutes, la mondialisation n'étant au final que son corollaire. Aujourd'hui, la bourgeoisie financière, ce que l'on appelle par métonymie la finance, et qui rassemble en réalité un ensemble de détenteurs de portefeuilles de titres, de propriétés d'entreprises, d'aides d'État et autres produits plus ou moins complexes, de compagnies financières, de banques d'affaires, de fonds d'investissement et autres sociétés d'assurance chargées de gérer ces portefeuilles, et de tous les intermédiaires, traders, analystes financiers, avocats d'affaires chargés d'optimiser tout cela en prélevant au passage une part sur les transactions opérées, règne sur l'économie mondiale. Pendant des décennies, c'est à la seule fin de satisfaire ses intérêts que notre appareil productif a été démantelé, délocalisé, saccagé. Non par haine de la France, mais tout simplement par calcul froid. Parce qu'à un moment particulier de l'histoire, il fallait en passer par là pour permettre à cette classe d'accumuler et d'asseoir son hégémonie. Mais avec la fin de la mondialisation, ce règne touche aujourd'hui à sa fin. Et pour se maintenir, la bourgeoisie financière a besoin, passez-nous l'expression, de gratter toujours plus tout ce qu'elle peut gratter, de continuer à délocaliser tout ce qui peut encore l'être, en Inde, maintenant que la Chine n'est plus un serviteur docile, et en attendant qu'irrémédiablement l'Inde ne le soit plus non plus, de se faire céder l'exploitation des derniers secteurs d'activité rentables encore gérés par l'État, comme au hasard celui de l'énergie, et quand c'est possible, de se faire directement biberonner avec l'argent de nos impôts. Et tant pis si cela va encore une fois contre les intérêts de la France, puisque de toute façon, les intérêts de la finance ne sont clairement pas compatibles avec les siens. Sauf qu'un tel comportement jusqu'au boutiste a aussi une autre conséquence. De plus en plus, ici, les gens le remarquent, comprennent ce qui est en train de se passer, comprennent que la dégradation de leur niveau de vie n'est pas simplement le fruit du hasard ou de la méchanceté de quelques personnes, mais bien le produit d'un ordre social en pleine décomposition, nécessitant, pour se maintenir, de les saigner chaque jour un peu plus, de leur arracher le peu qu'ils possèdent encore. Ce faisant, cet ordre social en décomposition crée à son tour les conditions de son propre dépassement, exactement comme tous les autres ordres sociaux en décomposition l'ont fait avant lui. Mais il faut être clair. Comme toutes les classes qui ont organisé la société avant elle, la bourgeoisie financière ne va certainement pas se laisser déposséder de son pouvoir et des privilèges qu'il lui confère sans combattre farouchement tous ceux qui s'opposent à elle. Or, entre les intérêts de la France et les siens, il y a désormais plus qu'une fracture, il y a un antagonisme. L'intérêt de la France désormais
est de reprendre le contrôle sur la production. L'intérêt des détenteurs de titres est de conserver ce contrôle pour eux. Entre les deux, il ne peut donc plus y avoir de compromis, seulement un conflit ouvert jusqu'à la victoire d'un camp sur l'autre. La France ou ses fossoyeurs, la production ou la finance, les producteurs ou les profiteurs. Aujourd'hui, le salut de la France passe par une relance massive, planifiée, organisée de sa production. Par les décisions politiques qu'elle implique, cette relance ne peut bien sûr se faire qu'en s'émancipant de toutes les institutions supranationales spécifiquement créées pour favoriser l'essor de la bourgeoisie financière. Mais plus fondamentalement, cette relance de la production implique de retirer son pouvoir de nuisance à cette bourgeoisie financière, de lui prendre les rênes de la production, de la priver de son rôle historique actuel, de ce qui constitue sa raison d'être, en sachant que malgré son déclin rapide, elle est encore en mesure de faire du dégât et constitue, pour la France, un adversaire redoutable. Mais qui peut réellement penser que dans cet affrontement qui vient, Emmanuel Macron, fossoyeur de notre industrie, prendra le parti de la France contre ses ennemis dont il est issu et auxquels il fait montre depuis son entrée en politique d'une indéfectible loyauté? Absolument personne. Malgré toutes ces belles paroles, Emmanuel Macron est et restera un ennemi de la France. Non par essence, mais parce que l'organisation sociale qu'il porte est structurée par des intérêts désormais contraires aux nôtres, et ce, de manière frontale et irrémédiable. Sauver la France ne sera donc possible qu'en lui prenant, à lui aussi, son pouvoir. Non pas, bien sûr, à la seule fin de le remplacer par un serviteur de la même classe ou par un quelconque pitre dépourvu de projets politiques sérieux. Pour que la France retrouve sa grandeur, il s'agit désormais, ni plus ni moins, que de construire un nouveau modèle d'organisation sociale, non plus centré autour des intérêts de la finance, mais bien de ceux des producteurs, qui aujourd'hui se confondent avec les intérêts de la nation. Un chantier titanesque, mais absolument fondamental, qui promet, certes, de la sueur, du sang et des larmes, mais aussi de beaux défis à relever pour les années à venir. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous espérons que cette vidéo vous a à la fois informé sur des faits et a contribué à nourrir vos propres réflexions sur la situation de la France. Si tel est le cas, nous vous invitons bien entendu à la diffuser autour de vous, à faire connaître notre travail à votre entourage et si vous pensez que cela en vaut la peine, à soutenir financièrement notre chaîne via notre page Tipeee dont le lien se trouve en description sous la vidéo. Alors, vous avez dû le remarquer très certainement, lors de cette saison 2022-2023 qui s'achève, nous avons sorti nettement moins de vidéos qu'à l'accoutumée. Mais aussi, vous l'aurez sans doute remarqué, des vidéos beaucoup plus longues et complexes qu'auparavant. Ce n'est pas à proprement parler un choix de notre part, c'est que la réalité politique, sociale, économique qui est la nôtre est elle-même plus complexe que lorsque nous avons débuté il y a 8 ans. Principalement du fait des bouleversements structurels, historiques, que nous n'avons fait que survoler dans cette vidéo. Et pour ne rien améliorer, dans ce contexte, nous nous retrouvons désormais à faire systématiquement un triple travail à la place de ceux qui ont cessé de le faire. Car quand un événement se produit, normalement, cela déclenche l'intervention de 3 types d'acteurs. Les journalistes qui exposent et décortiquent l'événement, les intellectuels qui en tirent une analyse de fond, et les politiques qui tirent de cette analyse un projet qu'ils soumettent au débat. Mais aujourd'hui, ce schéma n'a plus cours. Les journalistes ne décortiquent plus rien, ils se contentent de reprendre sans aucun recul les éléments de langage qu'on leur donne, donc essentiellement que le gouvernement leur donne. Les intellectuels n'analysent plus rien, ils se contentent d'annoncer des poncifs déconnectés du réel. Les politiques, eux, ne produisent aucun projet, ils se contentent d'incarner des postures morales. Résultat, si nous voulons conserver une certaine rigueur intellectuelle et vous servir au mieux, nous nous retrouvons donc systématiquement à faire tout cela à la fois, à la place de ceux dont c'est normalement le travail et qui sont en plus grassement payés pour le faire, ou pour ne pas le faire en l'occurrence. Depuis 1 an, à chaque fois que nous travaillons sur une vidéo, nous nous retrouvons à faire nous-mêmes, par exemple, les calculs qui viennent confirmer ou infirmer chaque information sur la base de données statistiques brutes que nous avons dû aller chercher à la source. Parce que, tout simplement, plus aucun journaliste ne fait ça. Puis, nous devons mettre nous-mêmes les faits ainsi établis en lien les uns avec les autres pour en tirer une analyse globale de ce qui est en train de se produire, parce que tout simplement, plus aucun intellectuel ne le fait.
Et enfin, puisqu'analyser sans proposer de pistes pour améliorer les choses n'est absolument pas satisfaisant ni pour vous ni pour nous, surtout en temps de crise, nous nous retrouvons à travailler nous-mêmes sur les propositions politiques qui découlent de nos analyses. Parce que, tout simplement, plus aucun politique ne le fait. Alors, bien sûr, notre travail y gagne en sérieux et nous en sommes très fiers, mais il est évident que nous y perdons en termes de nombre de vidéos produites, et croyez bien que nous en sommes les premiers désolés. Nous pourrions bien sûr y remédier facilement et sortir comme avant une vidéo par semaine, mais alors ça se ferait au détriment du contenu et de la rigueur, et nous devons, tout spécialement aujourd'hui, vous offrir le meilleur, car nous pensons que vous méritez précisément mieux que la médiocrité politico-médiatique ambiante. Voilà. Dans cette situation particulière, nous tenons donc à remercier tout spécialement les tipeurs qui nous font confiance, qui financent notre travail, sans qui la chaîne n'existerait pas. Peut-être l'ignorez-vous, mais le Fil d'Actu est un média 100% indépendant qui ne vit que du soutien de son public. Nous ne touchons aucune subvention, nous ne faisons aucune publicité et aucun placement de produits. Nous ne sommes pas financés par de riches mécènes ni compagnies de production. Et c'est la condition de notre indépendance. C'est la seule garantie que vous ayez de notre liberté totale dans le choix et le traitement de nos sujets. Et cette garantie, c'est vous, les tipeurs, qui nous l'offrez, vous qui nous permettez de payer une équipe et de faire ce travail. Alors, encore, merci pour cela. Et si vous aussi, vous souhaitez devenir tipeur régulier ou occasionnel du Fil d'Actu, c'est possible, il vous suffit de vous rendre sur notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description sous notre vidéo, et de choisir un montant de soutien, et ensuite de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour être sûr de ne rater aucune publication de nouveaux contenus. Pensez également à laisser un pouce en l'air et un commentaire sous cette vidéo, ça fait plaisir, ça améliore son référencement sur YouTube, et c'est toujours un plaisir de vous lire. Nous vous souhaitons à tous un excellent été. De notre côté, on sait déjà qu'il s'annonce studieux, on ne vous en dit pas plus pour l'instant, et on vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.